Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue. On est ravis de vous retrouver pour une émission exceptionnelle, car c'est peut-être la dernière où on se demandera mais que va faire Emmanuel Macron à l'issue du grand débat, puisqu'on attend des annonces présidentielles en début de semaine prochaine. Alors on va se poser la question une dernière fois, de façon très concrète, si vous deviez prendre une seule mesure à la place d'Emmanuel Macron, laquelle serait-elle? On va parler aussi du droit de vote à 16 ans. Anne Hidalgo, la maire de Paris, veut mettre en place pour les européennes des bureaux de vote un peu parallèles pour les jeunes de 16 à 18 ans. C'est de la démagogie ou une bonne idée? Vous nous donnerez votre point de vue. Nous reviendrons aussi sur la nomination comme responsable de la communication de la Française des Jeux, de l'épouse de Gilles Legendre. Il se trouve que cette entreprise va être privatisée, ça vient d'être décidé dans le cadre de la loi Pacte. Alors y a-t-il une affaire de conflit d'intérêts ou fait-on un mauvais procès au patron des députés de la République En Marche? On s'interrogera et puis nous parlerons sur la politesse qui semble revenir à la mode. En tout cas, 85% des Français dans un sondage mettent en première place le savoir-vivre et la politesse comme apprentissage et pratique à transmettre aux jeunes. Est-ce que la politesse revient à la mode ou est-ce qu'il ne faut pas s'emballer? Et bien là aussi, on verra tout ça avec nos invités. Bonsoir Anne-Charlène Bézinard, ravi de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes maître de conférences en droit public, vous enseignez à Paris 1 et à Sciences Po, vous êtes aussi membre du groupe d'experts de l'Institut Sapiens, et votre dernier livre, Textes constitutionnels et politiques, a été publié au Presse Univers de France, au PUF. Bonsoir Lucille Schmid, on est ravis de vous retrouver dans Point de Vue. Vous êtes vice-présidente de la fondation La Fabrique écologique, oui. Et vous avez coordonné le dernier numéro de la revue Esprit, le numéro d'avril, qui est consacré aux lanceurs d'alerte. Oui. Guillaume Bernard, bonsoir. Bonsoir vous Guillaume. Êtes maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures et vous êtes l'auteur de La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, désormais tout le monde sait ce que c'est, ça a été publié aux éditions Desclés de Brouwer. Et puis on est heureux de retrouver aussi Adrien Matou. Bonsoir Adrien, vous êtes journaliste politique à Marianne et votre magazine consacre sa couverture cette semaine à l'offensive des obsédés de la race, c'est-à-dire les indigénistes en tout genre, dont vous ne pensez pas le plus grand bien, ce qui est peut-être quelque chose qu'on a en commun. Voilà, on commence tout de suite donc avec le grand débat. Vous savez qu'après des mois de réunions, de consultations tous azimuts, le président de la République devrait annoncer des mesures, ça pourrait être peut-être en début de semaine prochaine, peut-être même dimanche soir, personne n'en sait rien. Alors qu'est-ce que peut faire le président de la République? Eh bien, avant d'ouvrir le débat, écoutez l'avis de François Bayrou. Le président du MoDem ne sait pas très bien ce que peut faire Emmanuel Macron, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un point de vue. Moi, je pense que le président de la République a deux responsabilités. Oui. La première, il doit dire ce que lui, comme président de la République, ayant participé à presque 100 heures de débat, il doit dire ce qu'il a ressenti et entendu. Et ensuite, il y a une deuxième mission qui est de dire voilà ce que je propose comme décision ou comme orientation. Alors, vous allez me dire qu'on n'est pas beaucoup plus avancé. Eh bien, c'est justement pour ça qu'on a décidé d'interroger nos invités. Si vous deviez prendre une seule mesure, quelle serait-elle? Lucille Schmid. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à être la première. Moi, je pense qu'il faut aller sur la fiscalité. Édouard Philippe en a eu l'intuition juste, d'ailleurs, mais je n'irai pas du tout dans le sens d'Édouard Philippe, parce que je trouve qu'il a... Lui, il a dit que les Français étaient en overdose fiscale. Les Français sont en overdose fiscale, et donc ce qu'il faut regarder, c'est baisser les impôts. Moi, je pense qu'il y a un sujet sur une overdose fiscale d'impôts injustes. Il y a un sentiment d'injustice fiscale qui croît. Et donc, toute la question, c'est d'expliquer, enfin, de montrer après le grand débat comment on remet de la fiscalité juste qui sert à quelque chose et en essayant de lutter contre les inégalités. Donc, moi, je regardais et je vois que le réseau Action Climat, les ONG sur les questions écologiques proposent un revenu climat qui en fait permettrait d'adosser la taxe carbone au fait de reverser de l'argent aux ménages les plus modestes. Et je pense qu'il y a là quelque chose de très concret sur l'idée de montrer comment une fiscalité qui est utile pour changer le modèle économique et social n'est pas injuste et que c'est une bonne réponse aux gilets jaunes. Donc vous remettez la taxe carbone et vous la reversez sous forme de subvention. Je vous rappelle, cher Guillaume, qu'elle n'a jamais été supprimée, elle est suspendue. En fait, la taxe carbone, elle montait progressivement en puissance chaque année et là, on a suspendu sa hausse. Et donc, on doit se poser, François de Rugy l'a dit, la question de recommencer à la faire grimper, sachant qu'on est le pays d'Europe qui a pratiquement la fiscalité écologique la plus basse.
et que par rapport aux engagements de l'accord de Paris, il faut évidemment que la fiscalité redevienne plus écologique. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut articuler ça à une lutte contre les inégalités et à un ras-le-bol fiscal qui tient au fait qu'aujourd'hui, la taxe carbone, elle touche beaucoup plus ceux qui sont à la campagne, qui n'ont pas les transports en commun, qui déjà souffrent d'un revenu extrêmement, pas suffisant, voilà, pour dire les choses de manière très concrète. Et donc il y a un sujet sur montrer que la fiscalité, elle n'est pas injuste et que la fiscalité, elle peut transformer le modèle. Et donc je pense que lorsqu'Édouard Philippe dit il faut baisser les impôts, je pense qu'il prend parti pour les riches. Parce que d'une certaine manière, il dit on va continuer à faire de l'inégalité fiscale. Donc je pense qu'il faut traiter la question fiscale et la traiter avec justesse. Alors ça y est, vous allez nous gâcher notre week-end parce que vous voulez à nouveau augmenter une taxe. Et vous, Guillaume Bernard, est-ce que vous avez une idée ? Moi, il me semble qu'on est dans une crise politique parce que, et elle ne date pas que des Gilets jaunes, parce que tout simplement, il y a une abstention très importante. Il y a des élections successives qui ont été faites dans ces 15 dernières années, qui ont été faites par défaut et non pas par adhésion. Et par conséquent, je crois que le seul moyen de revitaliser, je dirais, la confiance des Français dans la confiance dans le personnel politique, c'est justement de permettre aux Français de s'auto-saisir d'une question et de la trancher. Je crois que c'est la seule soupape de sécurité pour que la crise politique ne se transforme pas en crise de régime. Et donc je crois que le référendum d'initiative populaire serait incontestablement la meilleure des solutions, à condition, naturellement, que conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les lois référendaires ne soient pas soumises à la censure possible de ce Conseil. Parce qu'évidemment, sinon, cela ruinerait toute possibilité pour les Français de véritablement faire des choix politiques et de trancher et de changer d'orientation sur un certain nombre de sujets. Je pense que c'est la seule soupape de sécurité, parce que pour le reste, il est bien évident que toutes les mesures qui sont susceptibles d'être prises et qui peuvent être plus ou moins bonnes, elles n'auront d'efficacité que sur le moyen, voire le long terme. Et donc, il faut traiter, je dirais, la cause de la crise, la crise politique à sa cause, c'est-à-dire le désenchantement, la crise de confiance dans le personnel et, par conséquent, mettre une dose très réelle de démocratie directe en plus de la démocratie représentative. Anne-Charlène Bézina, vous avez une proposition si vous étiez à la place d'Emmanuel Macron. Que feriez-vous ? Alors, le référendum également. Peut-être qu'on réfléchit mal. C'est rare mal. Chez les profs de droit public. En général, ils sont assis sur le frein en disant c'est du populisme. Mais justement, c'est du césarisme même. Je pense qu'on réfléchit mal en France au référendum parce que précisément, on en a cette conception peut-être un petit peu arrêtée pour ou contre, mais encore une fois, plusieurs voies sont possibles. Quand on parle de référendum d'initiative citoyenne, en réalité, on peut parler de 4 types de référendums. Le référendum abrogatif, le référendum participatif, le référendum qui serait plutôt une forme de rappel des gouvernants qui n'ont pas convaincu, et encore une fois, d'autres procédés participatifs. Et je crois que précisément la question qu'il faut qu'on se pose et que le gouvernement pour le moment ne se pose pas, c'est pas pour ou contre, mais suivant quelle modalité. Par exemple, notre article 11 de la Constitution ouvre assez peu de champs au référendum. Pourquoi ne pas ouvrir à plus de questions ce référendum, l'utiliser peut-être plus souvent et différemment, et peut-être réformer aussi le référendum d'initiative participative qui a été créé en 2008, mais qui aujourd'hui est complètement verrouillé et qui, dans sa mouture actuelle, ne peut pas être utile à la population. C'est celui-là qui est en train d'être mis en branle par les parlementaires qui ont sur la privatisation de l'aéroport de Paris. Une pétition de 4 millions de noms, puisque c'est 10% du corps électoral, et la participation d'1/5 de l'ensemble des parlementaires, sinon c'est verrouillé. Donc c'est pas plus un référendum d'initiative populaire que... en fait, un référendum dissimulé par le personnel politique. Sachant en plus que si on rajoute à la complexité de la procédure, à partir du moment où ces 2 seuils sont remplis, le référendum n'est même pas certain d'aboutir, puisqu'il suffit qu'une assemblée l'inscrive à son ordre du jour et en fasse absolument ce qu'elle en veut pour que ce projet ne voit pas le jour. Donc je crois qu'on a des choses qui existent déjà, qu'il faudrait peut-être réformer. Alors on attend avec impatience la proposition d'Adrien Matou. Moi je voudrais vous donner celle du Figaro Magazine si vous voulez bien. Il se trouve que, en sachant le calendrier, on a travaillé avec la fondation IFRAP, dirigée par notre amie Agnès Verdier-Molinier, sur un plan d'économie vigoureux, renseigné, extrêmement précis. On pense qu'on peut économiser 60 milliards d'euros d'ici 2025, donc en un quinquennat et demi. Et notamment il y a une proposition de l'IFRAP qui est intéressante et que je vous soumets. Vous savez que les collectivités locales dépensent beaucoup d'argent. Et elles ont une particularité, c'est qu'elles sont nombreuses. Il y a 13 régions de mémoire métropolitaine, 95 départements, 35 000 communes. Et donc, on sait qu'il y en a qui sont bien gérées et d'autres moins bien, parce que par rapport au nombre d'habitants. Et donc, l'idée, ce serait de subordonner la dotation de l'État,
qui est un moyen de financement important, à la bonne gestion, en disant, bon ben voilà, ceux qui gèrent bien par rapport au nombre d'habitants qui ne dépensent pas trop, ils ont droit à l'enveloppe complète, et puis les autres, ben, il faut qu'ils fassent des efforts. Voilà, ça c'est pour notre proposition. C'est quand même plus ou moins difficile de bien gérer selon le territoire où on se trouve, si on est en Seine-Saint-Denis, si on est à Versailles avec Bellamy. Donc il y a un vrai sujet sur de quoi... Monsieur Bellamy, il gère pas bien, vous croyez? Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes, ça avait été posé d'ailleurs par... Stéphane Gatignon, qui était maire de la ville la plus pauvre de France, Sevran, je pense que la bonne gestion, ça suppose d'avoir des ressources. Et donc cette question de bonus-malus ne tient pas compte des inégalités territoriales. Ce n'est pas pour contester la proposition que vous faites, mais il y a un vrai sujet sur les inégalités de situation dans lesquelles on se trouve, l'inégalité fiscale, les demandes de logement, enfin la question de la redistribution sociale. Et donc le système de bonus-malus, avec la bonne gestion, il faut le pondérer au moins par la question de la ressource, des ressources de la commune, des difficultés qu'elle éprouve, etc. Mais justement, l'idée, ce serait la dépense complète, parce qu'effectivement, les collectivités qui ont moins de ressources parce qu'ils sont plus pauvres, ben, ils doivent toucher plus. Adrien Matou, votre proposition? Un petit peu différente de celle du Figaro Magazine. Eh bien, écoutez, tant mieux. C'est pour ça qu'on vous a invité. Ouais. Non, tout d'abord, un petit mot sur ce grand débat, qui quand même n'est pas un vrai débat, pour faire un petit clin d'œil au débat parallèle qu'ont organisé les Gilets jaunes. Il me semble tout de même que si on regarde le processus, comment ça s'est passé, c'est quand même un petit peu les macronistes qui demandent aux macronistes, en leur posant des questions macronistes, qui leur permettront de tirer des conclusions macronistes. Donc, on peut quand même voir qu'on l'a constaté dans le rendu d'Édouard Philippe des contributions au grand débat, que ça a été un petit peu décidé dès le départ, ce qu'on allait conclure. Et quelle surprise, c'est réduire les impôts à condition de réduire les dépenses publiques. Donc ma proposition, qui figure quand même dans les propositions du grand débat, ce serait de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité, parce qu'il me semble que, certes, ça a été dit avec justesse, la crise des Gilets jaunes est politique, mais elle est aussi sociale. C'est aussi des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, et qui, à mon avis, ça les soulagerait immédiatement et de manière vraiment salvatrice, qui payent un petit peu moins cher les produits dont ils ont besoin pour vivre. Sauf qu'on vous répondra, en tout cas c'est Gérald Darmanin qui disait ça il y a quelques jours, que le danger c'est que les commerçants vont rattraper le différentiel et que du coup ça ne profitera pas aux consommateurs. Alors, en donnant l'exemple de la baisse de la TVA sur la restauration, qui n'a pas fait forcément baisser le prix du demi. Alors, ce serait effectivement, dans mon esprit, ce serait accompagné de mesures de contrôle de l'État, mais je doute que ce soit dans l'esprit de Gérald Darmanin une mesure possible. Oui. Ouais. D'accord, très bien. Vous attendez à quoi intuitivement? À un Big Bang, un truc énorme la semaine prochaine ou bien pas? Moi, je pense qu'Emmanuel Macron a intérêt à faire un Big Bang, bien sûr, parce que sinon, de toute façon, tout le monde pense que le débat a été biaisé. En plus, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Adrien, c'est que quand on regarde le site contributif et les contributions du grand débat, moi, je trouve qu'il y avait beaucoup d'idées. Il y avait parfois des idées de Big Bang, justement. C'était pas dans la présentation médiatique, c'est souvent les macroniens qui parlent aux macroniens. Mais quand on regarde attentivement les contributions, elles sont très intéressantes. Donc il peut trouver des choses sur un Big Bang. Moi, je trouve qu'Édouard Philippe a été contre le Big Bang, en revanche. Et là, il faut que Macron récupère la main parce que son Premier ministre a en quelque sorte réorienté les choses très à droite et que ça pose un problème à Macron, surtout dans la perspective des européennes. Là, il affronte un enjeu électoral. Moi, je crois surtout que c'est là que se joue la légitimité du grand débat. Parce que précisément, on a connu des processus participatifs, des Grenelles en tout genre, sur toutes les matières plus ou moins populaires, comme l'environnement, etc. Et à chaque fois, ce Grenelle a été l'occasion d'une récupération par le législateur pour y mettre les mesures qu'il avait déjà ambitionné de prendre auparavant. Pour que le grand débat ne tombe pas dans cet écueil, il est important que justement une véritable synthèse soit faite, qu'elle soit transparente et... Malheureusement, c'est vrai que dans les mots de certains ministres, on a entendu il n'y a pas d'unanimité sur telle ou telle question. On n'a pas besoin d'attendre l'unanimité sur certaines questions pour les choisir. Et je pense que justement, il faut aller profondément dans les désirs des Français et chercher aussi à ne pas thématiser un petit peu trop, comme parfois dans le discours d'Édouard Philippe, on a eu le sentiment que c'était le cas avec 4 grands thèmes. Non, au contraire, allons plus loin et allons plus au fond des choses. Mais est-ce que c'est très démocratique que 1% du corps électoral, c'est à peu près les gens qui se sont prononcés dans le grand débat, puissent comme ça faire changer la politique d'une démocratie? 1% du corps électoral. Oui, parce qu'on va dire que, d'après ce que disent les garants, qui sont les organisateurs, c'est plutôt les gens un peu favorisés, plutôt CSP+, plutôt vivant dans les villes. Donc l'inverse des Gilets jaunes, en fait. Enfin, moi, je ne suis pas tellement d'accord, parce qu'ayant beaucoup regardé les contributions sur l'écologie, je ne pense pas que c'était très CSP+, si j'en crois un certain nombre de manières de rédiger, si j'en crois une manière de... Il y a des fautes d'orthographe partout. Non, mais je ne vais pas jusque-là, mon cher. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, j'ai des petits moyens, etc. Donc, c'est peut-être un peu... Ils considèrent qu'ils ont des petits moyens.
Moi, je pense qu'il y avait vraiment des gens qui avaient des petits moyens. Et je pense qu'ils se sont lancés dans l'aventure. Je crois qu'il y avait une envie de prise de parole. Et je pense que la question de la légitimité en fonction du pourcentage que ça représente par rapport au corps électoral, au moment où on a 60% d'abstention le plus souvent dans les élections, c'est un sujet qu'il faut relativiser. Moi, je crois que c'est même pas tant une question de représentativité que de légitimité du gouvernement. Le gouvernement a utilisé cette procédure pour se légitimer. Et je crois qu'il est important, justement, qu'il aille au bout de cette logique pour reconnecter aussi la confiance politique. Et donc pour montrer qu'il est capable de s'inspirer de la base. Quelques points de vue d'internautes. Celui de Babineau qui nous dit une grande majorité de Français est favorable à un retour de l'impôt sur la fortune et à un RIC comme Guillaume Bernard. Enfin, pour le RIC, parce que pour l'ISF, vous ne l'avez pas dit si vous vouliez rétablir l'ISF. Bon sens nous dit supprimons les strates administratives. Citoyens, ce grand débat n'aura servi à rien si ce n'est de tirer sur une ficelle sans cloche au bout. Ah, l'image est jolie. Et puis, le même Babineau qui est très inspiré et qui nous dit ma solution est de baisser les impôts de la classe moyenne, mais c'est trop compliqué. Donc c'est bien plus facile. C'est bien plus facile de supprimer l'ISF. Et si donnons de l'autonomie aux départements pour qu'ils bossent ensemble localement. Bon, il y a Ça plein existe d'idées. déjà. Ouais, il y a plein d'idées. Sur l'ISF, c'est quand même intéressant parce que si on regarde le grand débat, on nous dit que 10% des Français le demandent, alors que si on regarde tous les sondages, c'est plus de 70%. Donc c'est quand même une illustration de la manière de tourner un petit peu les conclusions du grand débat, de la manière dont le gouvernement l'a Mais décidé. ça ne sera pas ce Big Bang-là, je pense. Ah bah oui, ce serait un terrible désaveu de le faire. Un tout petit mot, je crois que la question de l'injustice fiscale qui est ressentie par beaucoup de nos compatriotes, elle n'est pas uniquement due à la structure des impôts ou des cotisations sociales, elle est due aussi à la structure des revenus. Et que je crois qu'on ne pourra pas régler la question de la fiscalité si on ne règle pas aussi la question de la rétribution du travail. Incontestablement, ce qui justifie ou ce qui explique aux yeux des Français le fait qu'il y a une injustice fiscale, c'est aussi le fait qu'ils considèrent qu'il y a des fonctions qui ne sont pas assez rémunérées et d'autres qui le sont peut-être trop. Un dernier mot sur la question des collectivités locales. Je suis éberlué par le fait que l'IFRAP, qui est quand même plutôt d'une tendance libérale, finalement voudrait favoriser la puissance de l'État central jacobin pour pouvoir étouffer les libertés locales. Très sincèrement, je crois qu'il y a un principe qui s'appelle la subsidiarité qui permet normalement, à partir du moment où à chaque niveau on essaye de réaliser le bien commun, qui permet de respecter les libertés tout en n'essayant pas, de les contrôler au niveau de l'État. Et je rappellerai aux membres de l'IFRAP qu'après la période jacobine, c'est la monarchie de Juillet qui a réintroduit un peu de liberté locale. Alors par conséquent, je crois que c'est trahir véritablement leurs origines politiques et idéologiques. Alors heureusement, il y a 10 pages de propositions, donc il y en a aussi pour les retraites, avec une réforme demandée de la fonction publique, pour les dépenses de santé. Tout le monde sera mis à contribution. On va maintenant, si vous le voulez bien, parler d'une interview donnée par la maire de Paris, Anne Hidalgo. C'était à nos confrères du Monde. Anne Hidalgo est favorable au vote dès 16 ans. Alors, elle ne peut pas changer localement l'âge du droit de vote, puisque c'est la loi qui le décide. En revanche, elle a décidé, pour les prochaines européennes, d'organiser pour les Parisiens de 16 à 18 ans, en fait, ceux qui sont dans les lycées parisiens, une espèce d'élection parallèle. Alors, on va s'interroger sur savoir si c'est une bonne idée de donner le droit de vote dès 16 ans. Pour essayer d'éclairer notre lanterne, voici l'avis de Céline Braconnier. C'est la directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et en fait, pour elle, ça peut être intéressant de commencer à voter tôt. Écoutez-la. Le vote, c'est une habitude qui s'acquiert. Il faut l'avoir pratiqué plusieurs fois d'affilée pour devenir un citoyen un peu constant. Si on se rend compte, comme ça a été le cas en Autriche, que à 16 ans, lorsqu'on est accompagné, on vote beaucoup plus qu'à 18 ans lorsqu'on n'est pas accompagné, il y aura peut-être des leçons à tirer de cette expérimentation. Voilà, puis avant de lancer le débat, je vous renvoie à la tribune publiée par Pascal Bruckner, le philosophe, dans le Figaro d'il y a 2 jours. Alors, ce n'était pas une réponse à Anne Hidalgo, parce qu'on n'avait pas encore sa réaction, c'était plutôt un commentaire sur Greta Thunberg, vous savez, cette jeune fille de 16 ans suédoise, qui est la nouvelle héroïne des défenseurs du climat. Héroïne, le mot est bon.
Pardon, je vous en prie, pardonnez-moi de vous interrompre. Et je vous en prie, et voilà. Et Bruckner dit: quand les adultes rêvent d'immaturité, c'est aux bambins que revient la charge de se conduire en adulte. C'est un pastiche réciproque. Nous singeons nos enfants qui nous copient. Donc il n'est pas sûr qu'il enverra ses enfants voter à 16 ans, Pascal Bruckner. Et vous, Guillaume Bernard, vous pensez que c'est une bonne idée le vote à 16 ans ou c'est de la démagogie? Moi déjà, j'habite pas à Paris. Je suis un oui. provincial. Assumé. Non, sincèrement, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que qu'à 16 ans, il y a une immaturité ou un manque de culture qui ferait que, dans ces conditions, il faudrait évacuer cette possibilité. A priori, une technique, pourquoi pas. Là où, en revanche, ça me dérange très profondément, c'est que derrière une mesure qui pourrait être expérimentée à Paris et qui pourrait être ensuite étendue, eh bien, il me semble qu'il y a une arnaque sociale. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on donne la majorité à 16 ans, quid des allocations familiales qui sont normalement données jusqu'à 18 ? Quid des cartes de famille nombreuses? Je crois que, très sincèrement, derrière cette idée qui semblerait dire on veut essayer d'élargir le corps électoral, mobiliser pour qu'il y ait une participation, il y a derrière, peut-être... Une sorte d'agenda caché pour remettre en Je ne cause sais la pas si politique c'est un familiale? agenda caché, mais en tout cas, l'effet direct qu'il y aurait, c'est qu'il y aurait incontestablement des économies qui seraient faites sur le dos des Français. Adrien Matou, vous êtes pour cette mesure? Non, pas tellement. Alors, il me semble qu'il y a quand même une arrière-pensée électoraliste qui serait quand on n'arrive plus à convaincre les électeurs qui peuvent voter, on essaie de chercher un nouveau groupe qui n'a pas encore le droit. Mais ceci dit, je pense que ça pose une question intéressante qui est le poids des retraités dans la vie politique française. Parce que les retraités sont de plus en plus nombreux par définition, mais en plus, ils participent beaucoup plus que les autres. Ils étaient 88% à voter en 2017 pour la présidentielle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils se comportent de manière très différente des autres, parce que c'était dans le livre de Jérôme Fourquet, L'archipel français, qui montrait qu'ils se comportent un petit peu en actionnaire dans l'entreprise France, c'est-à-dire qu'en fait, ils se prononcent sur toutes les mesures qui peuvent heurter leur patrimoine. Donc ils se disent, alors tel candidat va favoriser l'inflation, tel candidat, donc il ne faut pas que je vote pour lui. Et du coup, ils étaient quand même 35% à voter pour François Fillon et 25% pour Emmanuel Macron. Donc ils participent beaucoup plus. Et ils se prononcent sur des enjeux qui ne sont pas les mêmes que le reste de la population. Par exemple, ils sont très favorables aux mesures de libéralisation du marché du travail. Bah oui, elles ne vont pas avoir d'impact sur eux. Donc, ce serait une mauvaise solution, le droit de vote à 16 ans, mais il faut se poser la question du poids disproportionné des retraités par rapport aux autres groupes d'âge dans la vie politique française. Vous parliez du dernier livre de Jérôme Fourquet, L'archipel français, qui est plein d'enseignements, et vous pouvez être sur Figaro Live une fois de plus lundi prochain, puisqu'il y aura une émission spéciale qui sera consacrée à Fourquet et à son livre. Quel est votre avis, Lucille Schmitt? C'est une bonne idée de droit de vote à 16 ans? Je suis plutôt favorable à l'expérimentation. Je trouve que ce que dit Céline Braconnier sur l'idée qu'on s'habitue à voter et que c'est un processus est très intéressant. Chacun d'entre nous a pu discuter avec des jeunes primo-votants, comme on dit, et on voit bien qu'au départ, on demande à son groupe, à ses parents, on demande à sa famille, ou on demande à ses amis qu'est-ce qu'on va voter. Et puis progressivement, on acquiert une espèce de maturité, d'autonomie de vote. Donc je suis sensible à l'idée du processus. Et je suis aussi, moi je ne suis pas du tout comme Pascal Bruckner par rapport à Greta Thunberg. J'aime beaucoup la maturité de Greta Thunberg. Je crois qu'elle n'a rien à voir avec l'immaturité de ses parents ou des adultes. Mais en revanche, je pense qu'il y a quelque chose autour de ce qui se passe actuellement sur le questionnement écologique, sur le fait que ces jeunes disent, au fond, vous nous imposez un système alors que vous ne vivrez pas dans ce système, qui peut-être nous oblige à nous poser la question de l'âge, et notamment l'âge de voter, l'âge de l'entrée en responsabilité plus jeune. Parce qu'ils posent cette question, ils n'ont pas le droit de vote. Et du coup, la question de comment est-ce que les institutions peuvent prendre ça en considération, ça les renvoie aux adultes, aux parents, à ceux qui votent. Donc eux, moi j'ai discuté avec des jeunes qui ont été manifestés, ils disent nous on va interpeller, on marche, mais quelque part, est-ce que ce n'est pas une facilité? Comment est-ce qu'on fait pour entrer dans le concret? Donc je trouve que ça oblige à se poser cette question du vote à 16 ans différemment de quand Jacques Lang le défendait, ou pour dire tiens, je vais faire un truc, un gadget, une proposition, ce qui est quand même dans l'air du temps depuis fort longtemps, puisque déjà du temps de François Hollande, il y avait eu une analyse de Dominique Bertinotti sur est-ce qu'on ne pourrait pas faire une espèce de pré-droit de vote. Ça, c'est ridicule. Mais la question de comment est-ce qu'on remotive et qu'est-ce qui est important, en quoi la vie politique existe ou n'existe pas, ces jeunes qui manifestent pour le climat, ils obligent à se poser la question du droit de vote avec un autre contenu. Donc, pour résumer, je suis pour l'expérimentation.
Je suis sur l'idée que ça permettrait au système de bouger, peut-être les partis politiques poseraient des programmes différents, et que ça permettrait de remonter la question écologique plus haut, alors qu'aujourd'hui elle est minorisée, et que se pose la question de ce qui se passera dans 50 ans. C'est d'ailleurs un argument d'Anne Hidalgo, c'est justement cette mobilisation des jeunes sur le climat qui justifie à ses yeux le droit de vote à 16 ans. Alors, je dois vous dire que nos internautes ne sont pas encore totalement convaincus par vos arguments, puisqu'ils sont 85% à être plutôt opposés au droit de vote à 16 ans. Ce n'est pas un sondage, ce sont les gens qui sont en train de nous regarder et qui votent en direct pour se prononcer. Et puis voici deux avis qui sont intéressants parce qu'ils sont opposés. Celui d'Éric qui nous dit personnellement, je reculerai le droit de vote à 21 ans. Mon expérience, 4 enfants, c'est qu'à 18 ans, on n'est absolument pas mûr et donc très influençable. Alors que Reynaud pense au contraire que peut-être y aurait-il moins d'abstentionnistes si on commençait à voter plus jeune. Il paraît que ceux qui ont commencé jeunes en conduite accompagnée sont de meilleurs conducteurs. Anne-Charlène Bézina. Moi, je suis d'accord avec tout le monde, donc ça sera une posture facile. Mais donc vous êtes plutôt pour le vote à 16 ans? Non, justement, d'accord avec ceux qui ne sont pas d'accord. Voilà, avec les 85%. Parce qu'à mon sens, ça peut être une tentation du vote affectif, qui est quand même un petit peu la tendance du moment. Alors, on a parlé plusieurs fois du mouvement populiste, je ne suis pas sûre que ce soit forcément la bonne qualification, mais on a parfois des aversions, des amours en politique qui sont, à mon avis, assez dangereux à suivre. Et je crains que plus on ouvre le vote plus jeune, plus on puisse être au travers de ces émotions qui, malheureusement, à mon avis, ne sont pas bonnes pour nous gouverner. Il y a également une deuxième chose, c'est qu'à mon avis, à partir du moment... on pose peut-être mal le débat, parce que quand on parle de l'Autriche, c'est plutôt une forme de pré-majorité qui est organisée. Parce que sinon, si on peut voter à 16 ans, alors on peut devenir également président de la République à 16 ans, et là c'est un peu inquiétant à mon avis. Donc pré-majorité, pourquoi pas, et dans ce cas-là, là aussi c'est les exemples étrangers qui nous le démontrent, ce sont souvent pour les élections locales ou les élections européennes où les enjeux sont un petit peu moins importants et où on peut estimer que les jeunes sont plus sensibles. Là on rejoint justement la question climatique avec les enjeux européens qui peut-être seraient la bonne voie. Donc pourquoi pas l'expérimentation. La chose, c'est que pour avoir tenu des bureaux de vote, été élu local, je trouve qu'on reproche aux jeunes ou on projette sur les jeunes des choses que tous les adultes ont. Ils sont extrêmement influençables, très émotifs, et quand on a 85 ans et qu'il y a plein de procurations qui arrivent des maisons de retraite, il y a un vrai sujet sur l'exercice réel du vote. Et donc aujourd'hui, on a un débat très théorique sur l'idée que les jeunes sont comme ci ou comme ça. Je pense qu'il y a des jeunes parfois plus mûrs que leurs parents. Je pense que cette question de qui se mobilise posée par Adrien est extrêmement intéressante et qu'aujourd'hui, il y a y compris du clientélisme sur des tranches d'âge plus élevées. Donc sachons aussi avoir une vision pratique de comment est-ce qu'on transforme le rapport de force. Et je pense que on transforme un rapport de force, on a de nouveaux contenus et ça obligera aussi les partis politiques à se poser la question de la représentativité des jeunes et pas seulement en mettre sur la photo au moment des campagnes électorales. Oui, mais peut-être que justement cette idée de la formation qu'avait empruntée Céline Braconnier justement au vote peut être intéressante. Et je pense que cette idée de la pré-majorité avec seulement certaines élections ouvertes peut être une bonne idée. Elle disait un électeur de 16 ans formé vote plus qu'un électeur formé de 18 ans. Il faudrait former les électeurs de 18 ans, comme ça ils voteraient plus. Et alors moi, je vais donner la parole à Guillaume Bernard, bien sûr. Je me permets de donner mon avis, parce que comme c'est vendredi, j'ai décidé de me lâcher. Moi, je suis contre le droit de vote à 16 ans, justement pour ces raisons du fait de l'importance de l'émotion à cet âge-là. Et je suis d'accord avec Anne-Charlène Bézina. Et pour moi, l'exemple de cette mobilisation des jeunes sur le climat et des lycéens est l'exemple absolu. C'est-à-dire qu'il y a une tentative à la fois de culpabilisation et puis, une entreprise de terreur en disant à ces jeunes, vous allez mourir dans l'atroce souffrance si on n'arrête pas tout de suite toutes les chaudières à fioul. Et je trouve qu'il n'y a pas le recul suffisant par rapport à ça quand on est jeune. Mais je ne suis sans doute pas d'accord avec Lucille Schmitt sur ce sujet. On attendait ce désaccord. Il fait partie de la vie. Guillaume Bernard. Deux mots. Je pense très sincèrement que si les hommes politiques veulent que les électeurs se remobilisent, il y a un certain nombre d'autres mesures qui pourraient être prises. Oui. Par exemple, le fait de comptabiliser le vote blanc dans les suffrages exprimés. Il me semble qu'on peut commencer déjà par ça pour effectivement que les Français se mobilisent à nouveau pour aller aux élections. Quant à la question effectivement de l'émotion, elle est très réelle. On le sait. Plus l'électeur est jeune, plus il est susceptible de voter aux extrêmes. Plus on vieillit, plus on accumule un patrimoine et plus on va devenir modéré. Pour le coup,
Est-ce que c'est Effectivement, pour le coup, effectivement, c'est bien pour ça que j'avais commencé par ça. Je ne suis pas nécessairement hostile au fait que les jeunes de 16 ans puissent avoir le vote, étant donné que je ne considère pas le modérantisme comme une vertu en soi. Pour autant, ça ne me paraît pas comme étant la mesure à prendre immédiatement. Eh bien voilà, nous en resterons sur ce désaccord fructueux. Il y a une affaire qui fait du bruit depuis ce matin. Vous savez que le Parlement a voté, plus exactement l'Assemblée nationale a voté la loi Pacte, qui est une loi économique avec notamment 2 privatisations prévues, celle d'Aéroports de Paris et celle de la Française des Jeux. Et au moment même où cette privatisation a été votée, on a appris la nomination comme directrice de la communication de la Française des Jeux de Raphaël Rabatel, qui est l'épouse de Gilles Legendre, le patron de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que c'est un mélange des genres? Est-ce qu'il y a des soupçons de favoritisme justifié? Nous allons en débattre. On va commencer par écouter Franck Riester, c'est le ministre de la Culture, et pour lui, il n'y a pas de problème. Là, franchement, il n'y a pas de lien direct entre Gilles Legendre, qui n'est pas directement décideur de la privatisation de la Française des Jeux, et la directrice de la communication. Gilles Legendre est le chef de la majorité à l'Assemblée nationale. Oui, mais d'accord, mais il n'est pas membre du gouvernement. Moi, je pense vraiment qu'on a besoin de garantir aussi aux femmes et aux hommes, ça dépend, de responsables politiques, les conjoints ou conjointes d'hommes politiques, de pouvoir avoir aussi une vie professionnelle. Adrien Matou, choqué, pas choqué par cette annonce? Alors l'annonce, on peut en discuter. Après, la défense des différents membres du gouvernement est un petit peu étonnante quand même, parce que alors, je repars du dernier argument qui est qu'on voudrait l'empêcher d'avoir une vie professionnelle. Il me semble quand même qu'on a affaire à des gens qui ont un parcours et des diplômes qui leur permettent d'avoir beaucoup de possibilités de poste, et qu'on ne va pas couper toute possibilité de vie professionnelle à l'épouse de Gilles Legendre si on lui empêchait d'occuper cette position. Alors ensuite, vous ne l'avez pas mis, mais il y a d'autres membres du gouvernement ou de la majorité, comme Gabriel Attal ou Laurent Berger, qui ont invoqué l'argument du féminisme, en disant que qu'on était les ennemis des femmes, voilà, ce qui est quand même ridicule, parce que si c'était le mari d'un ministre, on aurait fait exactement les mêmes remarques. Donc c'est quand même un petit peu étonnant. Alors c'est vrai qu'elle semble avoir les compétences, puisqu'elle a déjà géré une privatisation. Ça semble être une passion dans ce couple des privatisations. Mais on peut penser, dans une période où il y a une demande d'exemplarité qui est très forte, que de ne pas laisser de soupçons, en fait. Même si on ne peut pas dire que c'est évident qu'il y a conflit d'intérêts, le simple fait de laisser le soupçon n'est pas positif dans cette période où les gens ont vraiment une exigence d'exemplarité vis-à-vis des politiques. Moi, je donne juste mon point de vue sur la compétence de Raphaël Rabatel qui me semble avérée. Il se trouve que dans une autre vie, j'ai été journaliste économique, donc j'ai eu des rapports professionnels avec elle. Effectivement, c'est quelqu'un de compétent. Après, effectivement, se pose la question de l'exemplarité. La question ne se pose pas pour le coup, il me semble. Nos internautes, voyez-vous un conflit d'intérêt dans la nomination de l'épouse de Gilles Legendre à la tête de la communication de la Française des Jeux? C'est oui à 79%. Et puis R34 qui nous dit il faudrait savoir quels sont les mérites de cette femme pour mériter le poste. Ben là, Adrien Matou vient un peu de répondre. Et Nicole nous dit elle pourrait aller travailler ailleurs qu'à la Française des Jeux. Quel est votre avis, Lucille Schmid? Moi, je pense que je suis d'accord avec Adrien sur le problème de gestion des apparences, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on fait de la politique, cette question de gestion des apparences, elle est beaucoup plus importante qu'avant. Et au fond, on voit à travers les réactions des différents membres du gouvernement qu'ils n'ont pas compris que le monde avait changé. Il faut qu'ils comprennent que maintenant, c'est différent, c'est pas comme il y a 10 ans. Et la deuxième chose que je dirais qui est plus technique, c'est que j'aimerais... Donc vous pensez que c'est plutôt une mauvaise idée, cette nomination? Je pense que c'est plutôt une mauvaise idée, surtout quand ça intervient exactement au même moment. Enfin, je pense qu'il y a un vrai sujet. Là, on a l'impression qu'ils estiment qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, quelle que soit la gestion des apparences. Et ça, c'est pas le cas en politique. On a besoin que les gens soient d'accord avec vous. Et la deuxième chose que j'ai à dire, qui est plus technique, c'est que je pense qu'il aurait fallu une mise en concurrence sur ce poste. C'est-à-dire qu'elle est peut-être très compétente, mais je pense qu'il y a des tas de gens qui sont aujourd'hui à Pôle emploi, qui sont très compétents, et qui ne sont pas les épouses de Gilles Legendre ou l'époux de, je sais pas, X, et que la question des anonymes et de la chance donnée aux anonymes compétents, c'est un vrai sujet. Vous savez, en France, on est le pays où on discrimine le plus pour l'embauche de ce qu'on appelle les seniors, c'est-à-dire à partir de 45 ans. Donc aujourd'hui, tout se passe par réseau, et cette question de l'entre-soi, elle est très désagréable dans un pays où le niveau de chômage des plus de 50 ans est très élevé. Donc je pense qu'il y a un sujet de mise en concurrence, et que aujourd'hui, la Française des Jeux devrait respecter des procédures ou même être exemplaire sur certaines procédures de recrutement. Voilà.
J'ajoute, avant de continuer le tour de table, que vous disiez que les gouvernants doivent comprendre que le monde a changé. On a vu des décisions qui étaient un peu inverses de celles-là. Je pense notamment au président de l'INSERM, donc l'Institut de recherche, qui se trouve être le mari de l'actuel ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et qui a décidé de ne pas se représenter, alors que son mandat revenait en jeu, à la présidence de l'INSERM pour justement éviter tout risque de conflit d'intérêts ou en tout cas toute accusation. Anne-Charlène Bézina, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a un sujet ou il n'y a pas d'affaire ? Il y a plusieurs choses. C'est qu'à mon avis, techniquement, il n'y a pas vraiment de sujet parce qu'on ne peut pas dire qu'on est dans le Penelope Gate. Il n'est pas membre de la Française des Jeux, c'est une entreprise dans laquelle justement la participation publique va au contraire diminuer, donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait de conflit d'intérêts à ce niveau-là. A priori, on peut, dans un monde où on croit en la probité de chacun, estimer que du coup, il n'y a pas eu forcément de conflit. Néanmoins, moi, ce qui me pose un véritable problème, et je vous rejoins là-dessus, c'est le timing. C'est-à-dire, est-ce que c'était vraiment le bon moment pour annoncer cela ? Sur la nomination, très souvent, ces nominations-là sont réservées plutôt à de la nomination qu'à un recrutement ouvert. Donc là encore, ça peut passer. Ce qui me gêne un petit peu, c'est surtout qu'on est dans une majorité de la transparence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Emmanuel Macron est arrivé en poste, il a pris cette fameuse loi qui a fait de l'épouse du député ou du sénateur une persona non grata, même au niveau des assistants, etc., à la suite de l'affaire Fillon. Donc si les épouses doivent se faire discrètes, peut-être que ça n'était pas le bon moment pour la mettre en avant, même si les compétences sont sûrement là. Et je suis tout à fait d'accord aussi sur le faux débat du féminisme, qui, à mon avis, n'est pas du tout l'enjeu qui est posé ici, mais celui de la transparence, finalement. Guillaume Bernard, choqué, pas choqué ? D'abord, le couple Legendre m'apparaît comme étant un certain nombre de maladresses, parce que c'est quand même le député Legendre, me semble-t-il, qui avait expliqué au mois de décembre dernier qu'ils étaient trop subtils et trop intelligents pour les Français, pour que les Français comprennent les choses. Bon, alors, je dois faire partie de ces gens qui sont pas assez intelligents et pas assez subtils pour comprendre les choses. Il est bien évident que cette affaire révèle une nouvelle fois une chose qui en soi est choquante, pas nécessairement ce cas-là en particulier, mais c'est le népotisme, c'est l'auto-recrutement, je dirais, des élites, c'est l'entre-soi, c'est le fait que, eh bien, on fait les mêmes études, on se marie entre nous, etc. Bon. Et donc, par conséquent, il est bien évident que ça va encore vraisemblablement aggraver, même si en soi, cette nomination-là n'est peut-être pas contestable du point de vue de la compétence professionnelle de la personne, ça va une nouvelle fois aggraver le décalage entre le peuple et les élites. Et c'est évidemment extrêmement dommageable pour l'ambiance générale du pays. C'est même, mais c'est même par rapport à, on venait de parler du grand débat et du Big Bang, c'est même très ennuyeux au-delà de la Française des Jeux que ça arrive au moment où justement il y a les restitutions du grand débat, parce que si l'idée est d'écouter, si l'idée c'est les gens demandent de la démocratie, ils demandent de la transparence. Donc là, ça intervient à un très mauvais moment politique, plus généralement au-delà de la Française des Jeux. Et il aurait pu se déporter sur le vote, Gilles Legendre, parce qu'il a voté la privatisation. S'il savait que sa femme était pressentie pour prendre la tête, il aurait pu peut-être s'abstenir de voter. Oui, il est probable qu'il le savait, puisque voilà. Il est probable qu'il le savait. Pas en 10 minutes. S'ils sont toujours mariés. Ouais. Voilà. Donc, Et puis il y a un dernier élément. Il existe quand même un certain nombre de professions qui sont incompatibles. Il me semble que, par exemple, vous ne pouvez pas être commissaire de police et votre époux ou votre épouse magistrat du parquet dans un même ressort géographique. Oui. Donc il est assez logique que l'on puisse se dire qu'effectivement, quand on participe, je dirais, à une majorité politique, et en l'occurrence une majorité qui a décidé de privatiser une entreprise, que l'époux ne soit pas dans le même temps, nommé un poste de responsabilité dans cette même entreprise. En tout cas, moi, je suis quasiment certain que dans l'opinion publique, ça sera mal ressenti, malgré les compétences de la personne en question. Mais moi, la question que je me pose, c'est aurait-on eu le même débat aujourd'hui si Française des Jeux était restée une entreprise publique ? Puisque en tant qu'entreprise publique, finalement, cette nomination aurait pu avoir lieu. Et c'est pour ça que je parle de problème de timing, à mon avis, et vous avez raison, la restitution du grand débat va encore amplifier le mouvement, c'est que on ne sait pas encore quand est-ce qu'a été vraiment actée cette nomination. Ça m'étonnerait quand même que ce soit dans les 15 jours, puisque, comme vous le dites, pour des postes à responsabilité comme ça, c'est généralement en amont que ça se décide. Donc, voilà. Pour moi, c'est plus l'annonce qui est vraiment au mauvais moment et surtout qui est gênante par rapport à cette majorité. Mais
Est-ce que ça aurait été le même débat si on avait gardé la qualité d'entreprise publique? Ce qui est très intéressant, c'est Oui. que, comme l'annonce intervient à un mauvais moment, elle nous permet de nous intéresser au fond. Et en ce qui me concerne, moi je critique cette décision sur le fond parce que je pense que cette question de l'entre-soi qui a été évoquée par Guillaume est un sujet qui aujourd'hui disqualifie les élites françaises alors même qu'elles sont souvent très compétentes. C'est exactement ce qu'a dit Guillaume, d'ailleurs, deuxième Guillaume, c'est qu'elles sont très compétentes mais elles n'ont pas en quelque sorte les mœurs démocratiques qui permettent que leurs compétences soient reconnues. Et du coup, elles sont disqualifiées globalement. Il y a une haine des élites dans ce pays qui ne tient pas quand on voit la compétence de ces élites, mais elle tient au fait qu'elles ne savent pas se comporter avec l'ensemble de manière démocratique. L'idée, c'est on est très bon, donc on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et surtout, à un moment où le gouvernement est en train de discuter par rapport aux fonctionnaires, en disant qu'il va mettre des contractuels pour renforcer l'employabilité, etc. Donc on remet du marché au sein de l'État, et là on met une absence de marché. Moi par exemple, je pense que même si ce n'était pas obligatoire juridiquement, il aurait fallu faire une mise en concurrence, notamment parce que quand même cette histoire de Française des Jeux, ça mobilise. Il y a tout un sujet aussi de contenu sur la privatisation. Qu'est-ce qui va se passer sur l'addiction aux jeux? Enfin, il y a quelque chose de très important. Ce n'est pas n'importe quelle boîte. Heureusement que ce n'est pas intervenu sur l'aéroport de Paris. La France est riche de ses élites, mais elle est aussi malade de ses élites. Et je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Très souvent, en fait, on ne comprend pas ou on n'arrive pas précisément à dire le fait que, à la fois, il y a une compétence des élites, mais que très souvent, elles sont employés au mauvais endroit. On condamne l'énarchie, mais les énarques sont en règle générale des gens extrêmement techniquement compétents. Tout le problème, c'est que les énarques, au lieu d'être des exécutants, sont devenus des décideurs en politique. Et donc, c'est ça le problème. C'est pas le fait que les énarques ne soient pas compétents, ils le sont. Et donc, la France est riche et en même temps malade de ses élites. Mais est-ce qu'on ne glisse pas ici du débat de la compatibilité de l'emploi en tant qu'épouse vers celui de l'ascenseur social, où là, pour le coup, je rejoins l'ensemble des avis qui ont été donnés. Mais pourquoi ce poste nous gêne à ce moment-là? Est-ce que c'est parce que c'est l'épouse? Est-ce que c'est parce qu'elle représente une certaine forme d'élite? Est-ce que c'est parce que ce poste aurait dû être mis en concurrence? Est-ce que c'est parce qu'on est en même temps que le grand débat? Ça fait beaucoup d'éléments, à mon avis, qui vont sûrement annoncer une grogne, mais c'est peut-être un autre débat, celui de l'ascenseur social, à mon avis. Il faut imaginer des procédures qui puissent être partagées par tous. Il y a un sujet, la démocratie fonctionne avec des procédures. Exactement. Il nous reste quelques minutes pour parler d'un sondage Ipsos qui a été publié ce matin. On a demandé aux Français quelles étaient selon eux les pratiques et les apprentissages les plus importants à transmettre aux jeunes. Et bien, figurez-vous, et ça nous a surpris en préparant cette émission, c'est pour ça qu'on avait envie d'avoir votre point de vue, que 85% ont répondu le savoir-vivre et la politesse. Ça arrive, pardon cher Lucille, devant le respect de l'environnement et très très loin devant les valeurs altruistes comme la solidarité ou la générosité qui sont très mal classées. Guillaume Bernard, est-ce que ça vous surprend ce sondage? On avait l'impression que la politesse était un truc un peu passé de mode quand même. Ce qu'on Alors voit, moi je vais vous dire, les choses passées de mode, souvent, oui, moi les choses passées de mode ça me dérange pas, hein, vous savez, j'aime bien les choses, donc c'est pas un souci. Non, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que la politesse, ça ne se décrète pas. Et qu'en fait, la politesse, le savoir-vivre, ça s'apprend naturellement. Mais justement, et ça s'apprend très jeune. Je veux dire, malheureusement, je crains que pour des gens qui sont déjà adolescents ou adultes, c'est peut-être un peu trop tard. Et donc, par conséquent, la situation de la politesse ou non dans une relation sociale, c'est le résultat. C'est pas, et c'est le signe, je dirais, d'une appartenance commune. Moi, il me semble qu'effectivement, il faut traiter les causes qui ont conduit à ce qu'il y ait un délitement du lien social, une atomisation du corps social, un individualisme, un hédonisme qui sont destructeurs, je dirais, de notre relation d'altérité. Et dans ce cas, la politesse reviendra. Ça sera la conséquence et ça ne sera pas la cause. Adrien Matou. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette politesse, qu'est-ce qu'il y a derrière ce savoir-vivre. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a même pas une heure quand je venais à l'émission en métro. Il y a une personne qui est rentrée dans la rame et qui a commencé à nous hurler à la figure que Jésus était notre ami et qu'il était venu nous sauver et qu'il était très heureux de l'annoncer. Mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, on aura peut-être un petit désaccord sur le sujet. C'était pas Guillaume Bernard. C'était pas Guillaume Bernard, non, à part s'il était déguisé. Mais voilà, et il nous a hurlé à la figure que Jésus était notre sauveur. Il y a eu une espèce de soupir général d'agacement dans le wagon. Donc voilà, peut-être ne pas venir imposer ses vues à tout le monde. Ça fait peut-être partie des choses à assimiler.
Parfois, ou alors imposer aussi son sac à dos. Je me souviens d'une interview d'Alain Finkielkraut qui disait le sac à dos dans le métro, pour lui, c'était un signe de l'ensauvagement de la société. C'est-à-dire que les gens ont leur truc et tout le monde est obligé de se pousser pour laisser de la place. Mais peut-être est-ce un propos réactionnaire, Lucie Schmidt? Ah non, mais je suis hyper d'accord avec Alain Finkielkraut. Et en Angleterre, il y a marqué qu'il faut poser son sac, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est aussi pourquoi est-ce que dans notre société, les injonctions au savoir-vivre, à la politesse, au fond, se font si rares. Là, je serais très réactionnaire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je pense que ce qui est compliqué, c'est que les rôles sociaux ne sont plus vraiment compris. Puisqu'on raconte des anecdotes, convoqué à une réunion par le professeur principal de mon fils, nous discutons, et il y avait une histoire de notes de français. Et mon fils dit à son professeur principal, mais de toute façon, que faire avec cette professeure de français? Elle est tout le temps dépressive. Alors là, je me dis, mais c'est pas possible, tu peux pas parler comme ça de ta professeure. Donc on discute, et c'est ça qui était intéressant. Et le professeur le dit, mais tu ne peux pas dire ça de ton professeur. Donc il y a un réapprentissage que je n'avais pas mesuré sur la question de qui fait quoi, la question du respect et de la différence générationnelle. Et ce n'est pas une vieille conne qui le dit. Je pense que, y compris, moi, je dois organiser la différence générationnelle avec mes enfants. Et donc, je pense que, je ne sais pas si il faut apprendre aux jeunes, mais il faut que nous apprenions aussi à structurer des relations, alors même que nous sommes dans une situation qui déstructure, tout simplement parce qu'il y a un sujet de réseaux sociaux, il y a un sujet d'horizontalité. Donc, politesse, certes, mais la question, c'est comment on structure la hiérarchie sociale et aussi avec de l'exemplarité. Je terminerai en disant, j'essaye aussi d'être poli avec mes enfants, parce que ce n'est pas seulement leur apprendre, j'ai parfois l'impression qu'il faut que je respecte les formes, alors que j'ai tendance à ne pas suffisamment les respecter. Donc, je m'adresse à moi-même l'injonction d'être poli. Anne-Charlotte Bézina, est-ce que la politesse revient à la mode ou est-ce que ce n'est pas trop tard pour rejoindre le diagnostic un peu pessimiste de Guillaume Bernard? Je rejoins, évidemment. C'est surtout que ce qui me paraît paradoxal dans ce pourcentage, c'est si on continue à suivre un petit peu la chaîne, c'est que le savoir-vivre apparaît en premier, mais que tous les moyens pour le savoir-vivre, dont la solidarité, etc., les valeurs, apparaissent, elles, en dernier. Donc, la finalité est belle, donnons-nous les moyens. Ça pose aussi la question de qui, parce qu'on a des lois sur le harcèlement de rue, sur le respect des femmes, etc. Et je me demande si c'est vraiment le rôle du législateur, de la Constitution, même des valeurs internationales, pour arriver à remettre de l'ordre dans tout ça. Moi, il y a une valeur, alors chacun y est allé de sa petite anecdote, alors la valeur qui me manque un petit peu, c'est l'autorité. Je trouve qu'on arrive parfois, en tant que professeur d'université, avec l'impression que l'éducation est à refaire, que c'est en primaire qu'on aurait dû leur apprendre certaines choses, comme l'expression écrite ou orale, pourquoi pas. Et donc, je me demande jusqu'à quel point, on en a parlé aussi pour le grand débat, pour la posture d'Emmanuel Macron, l'autorité qui est une belle valeur, justement, qui aide à transmettre des valeurs. Moi, je suis pour qu'on la remette. C'était mon côté réac également. Cicéron disait que une société qui a des mœurs n'a pas besoin de loi. Malheureusement, on a besoin de lois parce qu'effectivement, on a perdu nos mœurs. Mais c'est un réapprentissage lent. Vous sentez chez vos étudiants, Anne-Charlotte Bézina, je disais, vous enseignez à Paris, à Sciences Po, à Rouen aussi. Exactement. Vous avez l'impression qu'il y a quand même une espèce de perte quand même d'une forme de savoir-vivre à l'université chez les étudiants ou ça ne bouge pas? Ça n'est pas tellement le savoir-vivre qui m'inquiète à moi, c'est la perte d'envie de se nouer avec la connaissance, de lire des auteurs morts. Toutes ces questions-là qui, moi, ont fait mon appétence pour le métier que j'exerce aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles disparaissent un peu et c'est ce qui m'attriste le plus. Je trouve qu'il y a quand même une chose, quand on donne des cours, c'est aussi un sentiment de passivité parfois. Oui. C'est-à-dire que cette question de demander de l'interactivité, demander de l'échange et le demander sans cesse et ne pas... Donc il y a le savoir-vivre, la politesse, mais surtout la vitalité des échanges. Et les sciences et la connaissance, 33%, c'est pas énorme. Hein. Mais à mon avis, dans la vitalité des échanges, c'est aussi, alors moi, dans ma fonction, quelque chose que nous devons aussi installer, oui. C'est-à-dire arriver à sortir de cette posture du donneur de leçons. On est là aussi pour interagir avec eux, pour les intéresser. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Donc, avis aux étudions qui nous écoutent, le savoir-vivre, c'est aussi d'être actif, en cours. Je laisse les derniers mots aux internautes. Il se trouve que c'est un propos qui est celui de Johan qui nous dit « Mai 68 a fait beaucoup de mal à la politesse ». Ben, on pourrait relancer le débat pour une demi-heure. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. On aurait pu parler de Benoît XVI. Et on aurait pu parler de Benoît XVI aussi. Et malheureusement, le temps nous manque pour cela. Merci beaucoup de votre participation. Très bon week-end à tous. Au revoir.